surtout, vous avez rencontré aujourd'hui la chancelière Merkel. Elle vous connaissait ministre. Là, cette fois, elle vous a vu comme candidat. Est-ce que vous estimez que c'est un geste personnel fort et un geste qui marque son intérêt pour ce qui est en train de se passer en France? Bonsoir. Je pense que oui, ça traduit en tout cas une volonté pour la chancelière de marquer son ouverture, puisqu'elle avait jusqu'à présent traditionnellement reçu uniquement des candidats qui étaient adhérents au PPE, qui sont donc les partis de droite européens. Et c'est la volonté aussi d'avoir un échange sur le fond. J'ai vu pendant un peu plus d'une heure une chancelière extrêmement intéressée par le contenu de la campagne française et en même temps très préoccupée évidemment par la montée des extrêmes en Europe et plus particulièrement en France. Elle connaît parfaitement et l'histoire politique française et les acteurs de la politique française. Vous l'avez trouvée comment? Forte? Vous étiez apparemment très concentré face à elle pour expliquer votre projet, mais comment était-elle en vous écoutant? Comme toujours, extrêmement concentrée, déterminée, connaissant très bien ses dossiers, connaissant extrêmement bien d'ailleurs la nature des programmes aujourd'hui proposés à nos concitoyens. Et j'ai vu une chancelière extrêmement soucieuse de l'Europe et du chemin européen qui est le nôtre. Vous savez, l'Allemagne a en tête à la fois son histoire et notre avenir commun. Et je sais ici l'importance que le sujet français représente, que notre campagne représente. Et j'ai vu chez la chancelière une vraie volonté de trouver les voies et moyens d'un partenariat encore plus fort avec la France. Mais d'égal à égal, on ne vient pas voir la Kaiserin, l'impératrice Merkel. On vient chercher des relations de force entre les deux pays. Mais bien évidemment, vous savez, la chancelière connaît la politique. On vient expliquer ce qu'on fait, comprendre aussi là où en est l'Allemagne sur les grands sujets, et puis définir la stratégie commune possible le jour d'après l'élection. Mais la clé, c'est d'avoir un couple franco-allemand fort. Le cœur de mon projet pour la France et pour l'Europe, c'est d'abord un projet de réforme, de transformation radicale sur le marché du travail, la formation professionnelle. La fiscalité? La fiscalité et est-ce qu'elle peut être commune, la stratégie budgétaire, je vais y venir. Oui. Et l'école, donc je lui ai présenté cette stratégie, la volonté d'aller vite, de mettre cela en place dès le début. Mais en même temps, cette politique française n'a de sens que si elle s'inscrit dans une stratégie européenne. Et l'Europe ne pourra réavancer que s'il y a une vraie confiance franco-allemande. C'est pour ça que je n'ai pour ma part jamais cédé aux sirènes qui consistent à dire dans les temps électoraux, il faut tendre la relation avec l'Allemagne, il faut dire du mal de l'Allemagne ou lui expliquer ce qu'elle devrait faire. Non, il faut d'abord restaurer... Ça ne veut pas dire que sa bénédiction pour son aucunement, et je vous rassure, d'ailleurs, ce n'est pas comme ça que l'Allemagne procède. C'est d'ailleurs en plus un régime parlementaire dont les équilibres sont très différents. Mais avec aussi la volonté de faire davantage. Donc moi, j'ai expliqué comment je souhaitais, si j'étais élu, faire plus avec l'Allemagne sur le plan de la sécurité commune et donc renforcer les contrôles aux frontières de l'Europe face au risque de migration. Donner plus d'argent à Frontex. Donner plus d'argent et avoir plus de gardes-frontières. Ensuite, avoir une Europe de la défense plus forte. Et si cette Europe de la défense n'avançait pas suffisamment rapidement, un couple franco-allemand beaucoup plus rapproché sur le plan de la défense, avec des initiatives communes sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. L'Allemagne, c'est une vraie nouveauté que la chancelière a poussée, réinvestie dans sa défense. Elle sera à 2% du PIB dans quelques temps et elle est présente sur des théâtres d'opération avec nous au Mali. Mais il faut très qu'elle aille présente en Afrique. Un peu plus loin. Il faut surtout qu'elle le fasse dans la coopération militaire. En franco-allemand. Et puis troisième point, vous l'avez évoqué en parlant de fiscalité, c'est une coopération économique beaucoup plus forte. Sur le plan de l'investissement, on a besoin d'investir plus au niveau européen. Et donc je lui ai reparlé de cette proposition d'un budget de la zone euro, de rapprocher nos fiscalités, en particulier la fiscalité des entreprises, et d'avoir une politique commerciale plus forte pour protéger nos entreprises et nos travailleurs. Elle a encouragé les Français à faire enfin des réformes et de vraies réformes. Elle est aussi très précautionneuse. La chancelière, elle ne donne pas de leçons aux Français. Mais je connais suffisamment l'Allemagne pour vous dire que quand l'Allemagne fait trop d'économies, se rétracte, c'est qu'elle doute de la France et de son partenaire pour faire des réformes. Emmanuel Macron, en ce moment, toute l'Europe est touchée par la montée du populisme et des nationalismes. Et là, il y a eu la défaite de l'extrême droite, xénophobe, raciste, aux Pays-Bas. Est-ce que ça a rassuré Mme Merkel? Est-ce que vous en avez parlé et quelles conclusions elle en tire? Nous en avons parlé. C'est évidemment une bonne nouvelle pour l'Europe et pour les Pays-Bas. Mark Rutte a réussi son pari. Il a mené un débat courageux en expliquant d'ailleurs à la fois les contraintes de sa gestion mais aussi tout ce qui était fait. Elle était satisfaite. Je suis satisfaite pour les Pays-Bas. On ne peut en tirer des conséquences que pour les Pays-Bas. Et il faut rester très humble sur les échéances à venir. On peut vaincre
l'extrême droite partout, y compris en France. Elle n'a pas gagné à Nice, elle n'a pas gagné à Lille, dans le Nord, à un moment des régionales. Est-ce qu'elle ne peut pas gagner à Rotterdam, qu'elle ne va pas gagner à Berlin et qu'elle ne gagnera pas en France? Mais je ferai tout pour qu'elle ne gagne pas en France. Mais le vrai combat, il se construit en proposant un projet positif, un projet d'espoir, un projet d'avenir. C'est celui que je porte pour le pays. Et elle vous a semblé inquiète, elle? Bien sûr, elle est préoccupée, comme tous les décideurs européens. Vous savez, regardez la situation de notre Europe. Combien elle a changé en 2 ans. Le président américain, qui objectivement doute de l'Europe, voire la considère comme une quotité négligeable. Une Grande-Bretagne qui tourne le dos au projet européen et qui a voté le Brexit. Une Russie qui s'est beaucoup durcie et qui devient une puissance régionale qui ne prend plus beaucoup en considération l'Europe. Une Turquie qui se durcit aussi, avec un référendum dans quelques semaines, qui durcit encore le régime et des provocations comme on l'a vécu ces derniers temps. Est-ce que les Européens ne devraient pas se mobiliser pour éviter que des propositions ou des accusations de l'Allemagne, en la renvoyant vers son passé du Troisième Reich nazi, ne se reproduisent plus? Tout cela montre combien nous avons besoin de davantage d'Europe et de tenir justement notre projet européen, sa force et sa vigueur, parce que les autres souhaitent une chose, c'est notre perte. Et oui, je vais vous le redire, mon souhait, c'est qu'on définisse une position européenne et une position de solidarité européenne sur le sujet turc. On ne peut pas laisser 1 ou 2 pays être accusés, insultés comme ils l'ont été par la Turquie. Alors, Mme Merkel vous a reçu, elle a reçu il y a 2 mois François Fillon, elle pourrait recevoir d'autres. Est-ce qu'elle recevrait Marine Le Pen, d'après ce que vous avez compris? D'après ce que j'ai compris, non. Autre chose, elle part demain pour les États-Unis, où elle va être la première grande européenne, en dehors de Mme Theresa May, à rencontrer Donald Trump. Quel type de message pour les Européens elle peut porter? Donald Trump dit l'America first, l'Amérique d'abord. Est-ce qu'elle ne peut pas dire l'Europe d'abord, en attendant que d'autres Européens aillent voir Donald Trump pour le lui dire? Je pense en effet que c'est le type de message qu'elle portera. Moi j'ai vu une chancelière qui est très préoccupée par la cohésion de l'Europe et une volonté, en tout cas moi je lui ai fait part de ma volonté en ce sens, c'est que sur ces grands sujets, le rapport aux États-Unis, le rapport à la Russie, le rapport à l'Afrique, le rapport au Brexit, nous parlions d'une voie commune. Parce que nos opposants chercheront constamment à nous diviser. Or, nos intérêts sont communs en matière de sécurité, d'économie et de climat. Je pense que ça ne Tout ne va pas commencer le 8 mai. Vous avez totalement raison, cette histoire a commencé bien avant. J'étais il y a quelques minutes avec Sigmar Gabriel devant l'original du traité de l'Élysée. Donc il y a eu des grands hommes qui ont eu des grandes idées et qui n'étaient pas toujours le cœur de nos opinions publiques. Quel que soit le vainqueur. Quel que soit le vainqueur, je souhaite que ça continue, que ça s'intensifie, mais on a besoin de faire encore plus parce que les risques sont aujourd'hui plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années et les menaces sur notre propre cohésion sont plus fortes. Emmanuel Macron, le président de la République, a démenti son garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui disait que les conditions étaient presque réunies pour lever l'état d'urgence. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce que vous pensez qu'il faut lever l'état d'urgence ou qu'il faut d'abord être informé pour le faire ou attendre le mois de juin-juillet quand les nouveaux gouvernants s'installeront? Mais je crois que surtout que ce n'est pas un sujet d'opinion politique ou de commentaires. Moi, je suis candidat à la présidence de la République. Je n'ai pas d'information d'initié. Vous avez une préférence? Je ne suis pas en capacité. Non, je suis très pragmatique. J'ai une préférence, c'est la sécurité de mes concitoyens. Et ce à quoi j'œuvrerai, c'est leur sécurité. Et donc, compte tenu des informations qui remontent des services de renseignement, de nos forces de l'ordre, en transparence et dans un dialogue qui d'ailleurs devra se faire avec le Parlement, on prendra la décision requise. Mais il est évident que si la menace reste à la même intensité et que si ce que permet l'état d'urgence, en particulier des perquisitions qui ne sont pas autorisées hors de l'état d'urgence, sont encore justifiées, il est indispensable de le maintenir. Au moins jusqu'à la fin des élections. Autre chose, c'est François Hollande et Jean-Yves Le Drian qui ont prévenu tous les candidats, donc probablement vous, d'être précautionneux parce qu'il y a des mesures de cyberattaque qui sont prévisibles. Est-ce que vous avez pris des précautions? Est-ce qu'on vous l'a dit? Est-ce que Mme Merkel, on sent qu'elle y pense aussi, quelle que soit l'origine des cyberattaques? Oui, je vous ferai noter que cette décision et cette alerte a été donnée dans un conseil de défense suite à la saisine que j'avais moi-même effectuée du président de la République et du Premier ministre. Vous avez été attaqué, menacé déjà? Vous avez senti? Nous avons subi des centaines de cyberattaques. Sur notre site, toutes venant, enfin une grande partie venant d'Ukraine et plusieurs charges menées par des médias russes. Donc j'ai alerté
les pouvoirs publics français qui sont en responsabilité et qui ont la charge de la neutralité de l'élection. Je ne prends pas cela à la légère. Il ne s'agit pas non plus pour autant de tomber dans la paranoïa. Mais nous avons mis en place des systèmes de sécurité, en effet, numériques et les précautions que la technologie permet. Maintenant, il faut rester très vigilant. Je suis aussi très vigilant sur les messages, les post-vérités qui sont parfois diffusés sur Internet. Ce climat de menace. Oui, on sent rôder un climat qui est un peu délétère, mais il ne doit pas empêcher de porter les sujets au fond, d'aller sur les vrais sujets, de le faire avec un optimisme volontaire et volontariste pour nos concitoyens. Ici, à Berlin, vous avez eu un certain succès avec les étudiants qui sont venus vous écouter. Vous avez vos 200 000 marcheurs qui ont une énergie fidèle, mais vous avez aussi des élus socialistes et des socialistes qui ont envie de vous rejoindre. Vous les voulez un par un ou en groupe? Non, pas du tout. Mais je les veux de manière cohérente et en gardant, c'est-à-dire, et en étant fidèle aux principes que j'ai fixés. Il y a 3 principes. Le premier, c'est le renouvellement. Je l'ai dit, la moitié des candidats aux législatives que nous présenterons au titre d'En Marche seront des nouveaux candidats. Et je veux le dire à toutes celles et ceux qui sont sur le terrain, qui sont mobilisés, qui sont portés candidats. Jean-Paul Delevoye préside la Commission nationale d'investiture. Donc il y aura la moitié de nouveaux candidats. Donc il y aura peut-être certains qui disent aujourd'hui « je soutiens En Marche » ou le candidat Macron seront déçus demain parce qu'ils ne seront pas investis. Et le soutien ne vaut pas investiture automatique. La deuxième chose, c'est le rassemblement cohérent. Depuis le premier jour, je vous dis que je ne crois plus dans la cohérence ni de la droite ni de la gauche. Nous sommes en train de montrer que je crois que c'était vrai. La cohérence des progressistes, c'est d'adhérer au projet. Et donc, il ne peut pas y avoir. S'ils adhèrent au projet, quel est le. Mais s'ils adhèrent au projet, d'abord, ils n'en influent. Ça ne marche. Non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, s'ils adhèrent au projet, ils le construisent et ils construisent une démarche. C'est ce qu'a fait François Bayrou lorsqu'il a décidé justement de se joindre à moi dans cette alliance et d'avancer. Et donc, ça se fait de manière constructive. Et donc, à côté de ce renouvellement de la vie politique, je vais rassembler des femmes et des hommes qui sont dans le champ politique, mais de manière cohérente, c'est-à-dire des sociodémocrates qui veulent la réforme, des hommes et des femmes du centre et des hommes et des femmes de centre-droit. Vous avez vu hier un premier sénateur LR qui m'a rejoint. Il y en aura, je vous l'annonce, beaucoup d'autres. Vous dites les sociodémocrates et les progressistes. Si Manuel Valls et les siens viennent vous voir, vous rejoindre et vous soutenir, passera-t-il à vous avant le premier tour? Qu'est-ce que vous faites et est-ce qu'ils auraient une part dans l'organisation de la majorité ultérieure si jamais vous gagnez? Mais écoutez, d'abord, s'ils appellent à voter pour ce qui est la première étape, c'est la présidentielle, je m'en réjouirai. Et je considérais que c'est en cohérence avec le projet que je porte. De la même façon, si des femmes et des hommes de droite nous rejoignent et font la même chose. Je souhaite rassembler et je veux convaincre 51% des Français. Vous leur dites pas non ce soir? Et je ne dis non à personne, je cherche à convaincre une majorité de Français. Et il me semble que sur beaucoup de sujets, ils ont toujours été cohérents les uns et les autres. Et de la même façon, je l'ai toujours dit, beaucoup de soutien d'Alain Juppé ont vocation, je pense, plutôt à soutenir le projet que nous portons. À Berlin, vous avez vu fonctionner avec la chancelière Merkel et Sigmar Gabriel une grande coalition. Est-ce que ça s'envisage pour la France un de ces jours? Encore une fois, si jamais vous passez le premier tour et vous êtes... Les choses sont différentes en France, qui est un système présidentiel. La majorité parlementaire, elle se construira 6 semaines après l'élection présidentielle. Si les Français décident de m'élire, eh bien 6 semaines après, ils éliront une majorité qui sera cohérente. Ce sera une majorité réformiste, une majorité de progrès, qui aura des femmes et des hommes neufs et de nouveaux visages avec de nouvelles pratiques, et des femmes et des hommes dans un espace politique cohérent qui rassemble la gauche réformiste, le centre et la droite réformiste. Nous prenions l'avion et que nous rentrions à Paris, 2-3 questions très rapides. On dit souvent Emmanuel Macron, c'est le fils spirituel de François Hollande, le prolongement plus jeune. Qu'est-ce qui vous différencie? Le choix stratégique profond que je n'ai pas pris, qu'il n'a pas pris, c'est-à-dire celui de ne plus croire dans la vie des partis, d'être dans un renouvellement des visages et des pratiques. C'est le premier choix. Le second, je crois, beaucoup plus dans la transformation du pays. J'ai beaucoup de respect, je l'ai toujours dit, pour François Hollande en tant qu'homme et président de la République, mais il appartient à une filiation politique, à une démarche qui n'est pas la mienne. C'est ce qui m'a conduit à créer mon mouvement et à quitter le gouvernement. Je souhaite aller beaucoup plus loin dans les réformes, je souhaite aller beaucoup plus loin dans la transformation du système. Après, on peut avoir des vrais désaccords. La politique éducative que je veux conduire est profondément différente de celle des dernières années. Je peux représenter ou incarner une alternative et peut-être une alternance. Oui. À quel moment vous l'avez dit ça? Mais écoutez, au fond de moi, déclenché le quand j'ai décidé d'être candidat.
Et donc, je veux aujourd'hui... Ça mûrissait, c'est arrivé. Ça mûrissait, c'est arrivé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je porte, c'est une alternance radicale. Pas l'alternance de tic-tac ou de balancier de la gauche qui succède à la droite et réciproquement, où vous avez toujours les mêmes qui se répartissent le pouvoir tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Mais une alternance radicale avec de nouveaux venus, une nouvelle démarche, une nouvelle gouvernance, une nouvelle façon de faire et une façon plus résolue à la fois de porter des réformes radicales, celles que je veux faire sur le chômage, la formation continue ou le marché du travail, et en même temps de marier l'efficacité et la justice. Nous aurons des occasions de parler. François Fillon, avec toutes les affaires, vous avez l'impression qu'il s'affaiblit ou vous allez trouver quelqu'un qui a résisté qui sera encore plus redoutable? Écoutez, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet-là. Moi, je veux parler du projet aux Français. Les sujets d'affaires de François Fillon, ils concernent François Fillon et les vôtres, j'ai vu qu'Anticor a déclenché une plainte contre ça, vous. ce ne sont pas des affaires. Non, mais... Il faut quand même distinguer les choses. Bien. De la même manière, toute l'histoire qui concernait votre voyage de ministre de l'économie, on sait que ce n'est pas vous. Mais, exactement, donc il faut être très clair avec nos concitoyens. Premier point, Anticor a demandé à la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique des clarifications sur mon patrimoine. La Haute Autorité va lui répondre, je pense, dans quelques jours. Elle a eu tous les éléments. Je vous le dis très simplement, la loi le prévoit. Si la Haute Autorité avait eu le moindre doute ou vu la moindre anomalie, elle l'aurait signalé et rendu public. Elle l'a fait sur de nombreux décideurs publics, dont plusieurs candidats. Vous êtes clean, comme dit l'autre. Je vous le confirme. J'ai eu et les contrôles fiscaux qui se justifiaient et les vérifications de la Haute Autorité. Deuxième point, l'enquête préliminaire qui a été ouverte, elle concerne, pour un déplacement que j'ai effectué comme ministre, Business France. Je vous renvoie d'ailleurs à ce que vos confrères du Canard enchaîné ont écrit. Ils expliquent très bien que je ne suis pas dans cette affaire. Et d'ailleurs, l'enquête préliminaire ne m'incrimine pas du tout. Donc ne confondons pas tout. Je suis clean, comme vous dites, sur les deux. Le premier débat va avoir lieu de l'élection présidentielle lundi, dans quelques jours, pour l'Élysée 2017. Comment vous vous préparez d'abord? Parce que c'est la première fois que vous allez participer à un débat de ce genre. C'est la première fois qu'un débat de ce genre se tient. Et vous, dans une campagne. Vous avez les primaires, etc. Et c'est la première fois. Comment vous vous y préparez? Avec beaucoup de calme, de sérénité, de détermination. Oui, ça c'est un peu... Non, c'est comme ça comme dans les vestiaires d'un match de rugby ou d'un match de football. Donc intérieurement, avec la volonté d'exprimer le plus clairement et le plus succinctement possible à nos concitoyens le projet qui est le mien, puisqu'on a peu de temps par candidat. Et donc je vais dire exactement où je veux emmener la France, quelle est la cohérence de mon projet et comment je veux réaliser tout cela. Si vous gagnez, qui vous trouverez au deuxième tour, à votre avis? Je ne fais pas de pronostic. Si vous y allez. Mais je ne fais pas de pronostic, j'ai trop de respect pour le vote de nos concitoyens. Alors ma dernière question, vous avez appris la politique, j'ai envie de dire en accéléré. Les haines, les rivalités, les ambitions. Qu'est-ce qu'il faut être? Cynique ou mystique? Indifférent. Vous parlez comme Mitterrand, vous savez. Mitterrand disait le pouvoir, c'est l'indifférence. Il faut être déjà l'indifférence. L'indifférence aux critiques, etc. L'indifférence. Il ne faut pas chercher à vivre dans le regard des autres. Ça rend à la fois sage et heureux. Et vous avez même imaginé que vous pourriez perdre? Mais d'abord, je ne partage pas... Au nom de cette indifférence. Je ne partage pas mon imaginaire. Et ensuite, l'indifférence n'empêche pas l'extrême détermination. Merci de ce moment avec vous. Et il y en aura d'autres sans doute sur CNews. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. À bientôt. Bon vent à vous. Bon retour. Merci.